Binge Audio. Préparé avec amour et fait avec amour. Oh non, je dis pour les numériques, pour nous, c'est compliqué. C'est pas la même génération, on peut dire ça. Pour les enfants, c'est très bien. Pour le gouvernement, l'objectif, c'est 2022, 100% des démarches administratives devront être réalisables sur Internet. Dans la France, des petites villes. Camille Jusa, Thomas Plé. Ouais, mais là, vous voyez, ça y est, je suis perdu. Animation? Je viens de faire l'interview du maire. Ah, Je viens parler du numérique. il y en a des trucs à faire ici? Alors voilà, ça a commencé comme ça. Derrière la vitre du train, la nuit était noire et j'ai d'abord failli rater l'arrêt. Parce que j'étais en avance, j'ai pris un café dans le petit bar tabac devant la mairie. Dehors, le jour se levait sur un méandre de la Marne, des coteaux boisés et surtout des embouteillages monstres le long d'une nationale tirée à la règle. On est dans la Grande Couronne, là où personne n'a pris soin de la ville, où on vient s'entasser le long des axes, des gares, là où c'est moins cher, dans ces vieux villages et ces vieilles fermes au crépi jaune si typiques de l'Île-de-France. Ici, le maire Jean-Michel Maurer a décroché le label 5 @, la note maximale du label décerné aux villes qui font la promotion d'un Internet citoyen. C'est pour ça que je viens le voir, parce que sa ville est numérique. Et je me dis, tiens, c'est un beau pied de nez à la Silicon Valley. Ah, c'est bien, hein, tout est progrès maintenant. Hein. Tous ces progrès, hein, moi je connais plus maintenant. Je ne sais plus faire. Recevoir lettre par email. Oh là là. Me casser les bobos. Surtout les impôts. On pourrait penser que pour sortir une petite ville de son statut de cité dortoir, il y a d'autres choses à faire que de donner des tablettes à tout le monde. Ici, à Trillport, le maire m'explique donc que le numérique, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des numériques, des fractures, des exclusions et que oui, les numériques peuvent être un levier puissant pour une petite ville un peu fragile. Dernier épisode, nous sommes donc en Seine-et-Marne. Je suis assez d'accord sur la première vision de Trillport. C'est une ville périurbaine. En fait, le périurbain, c'est l'impensé des politiques d'aménagement du territoire depuis des décennies. C'est-à-dire que globalement, c'est la ville faubourg, la ville qui s'étend sur des lotissements gagnants, le terme gagné d'ailleurs est péjoratif, sur la terre agricole. Et on part du principe aussi qu'on peut habiter la Grande Couronne dans le périurbain et avoir le même respect que des citadins habitant les villes-mondes. Donc moi, quand je suis arrivé ici en responsabilité, on avait deux enjeux. Renforcer l'identité de cette ville, c'est-à-dire le lien social. C'est une ville qui en fait a grandi du fait de la gare, du fait des routes qui la traversent. Hein. Et le numérique est un élément du lien social. Mais les besoins sont immenses. 13 millions de Français ont des difficultés avec Internet. La question essentielle, pour moi, c'est celle de l'inclusion. Et l'inclusion à 360 degrés, qui n'est pas que générationnelle, puisque globalement, quand on voit les jeunes générations, ils sont quelquefois spectateurs plus qu'acteurs de leur usage. Je suis un peu iconoclaste hein, sur cette notion de fracture numérique. Moi, je dis que ce qui est important, c'est la fracture sociale. Et que maintenant, elle est visible grâce au numérique. Donc en fait, on se rend compte que cette notion de numérique aujourd'hui, en fait, de fracture numérique en tant que telle, elle correspond autant à des gamins, des jeunes, autant à des familles qui donnent le smartphone le soir plutôt que de discuter avec leurs enfants, débrouille-toi, ou des seniors éloignés de tout. Donc en fait, moi je réfute le terme fracture numérique, parce que quand on dit fracture numérique, on dit globalement, c'est que tu ne sais pas utiliser l'outil, sauf que l'outil il a évolué. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'assistants, il y a des bots, etc. qui aident, mais le gros enjeu, en fait, c'est que le numérique ne soit pas un outil d'asservissement, mais soit plutôt un outil d'émancipation. Clairement, certains élus ont les moyens. Hein. Généralement, on dit la réponse, c'est la tablette. Non. Une tablette, un smartphone, si je suis spectateur plus qu'acteur, je regarde Netflix, etc. et je ne travaille pas avec, je ne vais pas rechercher. Le numérique, ça peut être à la fois celui qui isole, je me fais Netflix, je me mets dans ma bulle de réseau social, etc. Mais ça peut être aussi celui qui fédère, qui réunit, etc. C'est un vrai enjeu, c'est de faire du numérique
un lien d'émancipation et d'accès à la culture. C'est un tuyau dans lequel on peut faire passer le pire et le meilleur. Oui, mais là, vous voyez, ça y est, j'ai perdu. Quelques jours auparavant, j'ai parlé avec François Huguet. Il est sociologue et sur son site très low-tech, sans effet ni esbrouf, on peut lire qu'il est chercheur en humanité numérique. Il me rappelle que la fracture numérique, là encore, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est quantifié depuis de nombreuses années, notamment par quelque chose qui s'appelle le baromètre du numérique. Donc c'est de cette manière-là qu'aujourd'hui, on est au courant qu'il y a plus de 13 millions de Français en demande d'accompagnement au numérique. Les personnes âgées sont les personnes majoritairement qui font face à un phénomène de déprise le plus important. Bizarrement, on se rend compte qu'elles ont vite fait de rattraper leur déprise, mais on a ensuite quand même une très grande diversité dans les profils en difficulté avec le numérique. On a à la fois des personnes qu'on peut appeler les abandonnistes, c'est-à-dire des personnes qui ont lâché totalement l'idée de mener des démarches et d'utiliser Internet pour ces démarches-là, pour avoir des interactions, envoyer des mails, en recevoir, etc. Il n'existe pas de fracture numérique au singulier, tout simplement parce que les phénomènes de déprise numérique sont extrêmement nombreux et extrêmement variés. On peut être un grand patron d'industrie qui a travaillé toute sa vie aux côtés de secrétaires, par exemple, qui s'occupait de traiter ses mails, etc. Et se retrouver du jour au lendemain avec un capital économique très fort à la retraite et être en déprise totale vis-à-vis du numérique. C'est-à-dire ne pas savoir utiliser un ordinateur, par exemple, une boîte mail, etc. Alors qu'on peut être un migrant, c'est-à-dire à l'autre spectre du capital économique, et savoir très bien se débrouiller avec une messagerie dans plusieurs langues, avec plusieurs interfaces, etc. La façon dont on va performer ce concept, ce terme, va créer un dedans et un dehors, c'est-à-dire des personnes qui sont dedans, qui sont pas fracturées, et d'autres qui sont en phénomène de fracture, qui sont exclus. Et ce dedans et dehors, il est faux puisque on est tous peu ou prou en difficulté avec le numérique en permanence, avec certaines interfaces, certains usages. Et du coup, croire que, à un moment donné, ce qu'on a cru, d'ailleurs dans les années 90, on a dit on va donner du matériel à des personnes qui n'ont pas d'argent pour l'acheter, et ils seront plus exclus. On se rend compte aujourd'hui que ça n'a pas du tout marché. On a des taux d'équipement qui sont extrêmement élevés, mais on a des taux de déprise avec le numérique qui sont très importants. Donc voilà, ce phénomène du dedans et du dehors, il fonctionne pas, puisque on peut être aujourd'hui tout à fait au fait de certains usages, et demain, on peut être totalement exclu de certains usages. Il est plus intéressant pour moi de parler d'exclusion numérique, des exclusions numériques, plutôt que de fracture numérique. En arrivant à Trillport, je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir voir. Ça n'est pas si simple de lire dans des lieux concrets, spatiaux, réels, une exclusion numérique. Le maire m'a proposé d'aller à la Maison des Familles. C'est une grosse maison bourgeoise au milieu d'un parc, pas très loin de la gare. C'est là qu'est le centre d'action sociale. Bonjour. Bonjour, je suis Madame Cerdo Stéphanie, je suis la responsable du CCAS, donc le Centre communal d'action sociale. On s'occupe de toutes les familles, s'il y a des problèmes aussi bien juridiques, aide financière. En fait, les gens viennent ici pour s'orienter. Et nous, après, on essaye de les diriger dans les services compétents. Vous n'êtes pas conseillère numérique, vous n'êtes pas une informaticienne, mais vous avez constaté que la question du numérique, elle est très importante pour les administrés, pour les habitants. En quoi ? Qu'est-ce que vous avez pu voir ? Alors, c'est très compliqué, je dirais, pour les administrés. Alors, je dirais aussi de tout âge. Pourquoi ? Parce que tout le monde n'a pas le matériel nécessaire à la maison. Ensuite, toutes les administrations, je dirais, maintenant, utilisent le numérique. Et pour certains, c'est difficile déjà d'avoir une connexion, de comprendre la démarche administrative. Rien qu'au niveau, ça peut être la CAF pour une prime d'activité, ça se fait sur Internet. On a vu aussi le problème pendant la crise sanitaire, rien que télécharger une attestation. Ça a été compliqué.
Donc là, on est intervenu justement pour aider les administrés. Et vous, ça peut vous arriver de vous retrouver à faire assistante numérique pour les gens ? Oui. Donc c'est pour ça que maintenant, on va accueillir un conseiller numérique qui va bien pouvoir gérer la chose au niveau des administrés. 32% des Français ont même déjà renoncé à faire des démarches en ligne. Est-ce que vous avez vu des personnes renoncer à des droits par défaut de connaissances et de techniques ? Oui, on en rencontre tous les jours. Sur différents, aussi bien sur les impôts, sur des droits d'ouverture à la CAF. Il y a beaucoup de gens qui renoncent. Beaucoup de gens ne déclarent pas leurs impôts. C'est récurrent en ce moment. J'ai perdu. Jean-Michel Maurer, maire de Trillebort. En fait, c'est un problème d'usage, mais bon, sur l'accès, ce qu'on peut dire, c'est que ça devient un lien vital, comme l'eau, le gaz, l'électricité, et que de plus en plus, on demande le droit à l'accès universel. C'est-à-dire avoir l'Internet où que l'on soit, et quel que soit le degré de pauvreté. En fait, il y a l'accès social, etc. Donc, après, Internet, ce n'est pas qu'un tuyau. C'est-à-dire que c'est aussi des usages, un savoir-faire, etc. Et cette notion d'accompagnement, cette notion d'interphasage, même si le mot, je l'aime pas trop parce qu'il fait très technique, mais globalement, c'est la médiation. Et ben, cette médiation, il faut qu'elle soit humaine. Merci à vous. Merci à vous. Bon courage. Merci. Au revoir. Bonne journée. Qui dit transformation numérique pour des villes, dit dématérialisation des services publics. Et j'ai lu quelque chose dernièrement qui m'a beaucoup inspiré avec cet ouvrage de Daniel Agacinski, de Romain Baucher et de Céline Dagnon. Ils ont écrit un livre qui s'appelle « L'État qu'il nous faut ». Dématérialiser, c'est faire de sa matérialité un service public. On se rend compte qu'on a retiré des choses au service public plutôt que de chercher à les améliorer. On a essayé de déterritorialiser et désintermédier la relation que crée cette notion, ce concept de service public. Samuel Chabré, Sylvain Palais, journalistes et vidéastes, ont parcouru la France à la rencontre de ceux qui inventent d'autres cultures numériques, dans des tiers-lieux, des Fab Labs ou plus simplement des associations dédiées au numérique. Eux ont été frappés par le fait que la dématérialisation a été très peu pensée pour le grand public. Samuel Chabré. C'est une évidence qu'une partie du numérique, en fait, a été pensée par des Bac+5. Je vais caricaturer, mais c'est un peu ça. Et notamment, aujourd'hui, la dématérialisation, malheureusement, en fait, elle n'est pas pensée par et pour les personnes à qui elle devrait s'adresser. Et c'est bien là où, tout d'un coup, se crée une fracture numérique à ce moment-là. François Huguet. On met souvent l'accent sur la responsabilité des usagers dans leur phénomène de déprise. Et trop peu souvent, on met en avant la responsabilité des personnes qui fabriquent ces interfaces informatiques. Moi, je prends souvent ma mère comme exemple de personne qui fait face à une déprise informatique. Mais ma mère est blanche, elle parle français, elle sait lire et écrire, elle n'est pas handicapée. Mais quand on se met justement à avoir une vision un peu intersectionnelle des exclusions numériques, on se rend bien compte qu'on a des concepteurs d'interfaces informatiques qui sont à milieu de ces questions-là. Je pense qu'il y a une faute très lourde dès le départ sur ça. Je pense que si aujourd'hui on veut penser un numérique en capacitant, c'est-à-dire capable d'inclure le plus possible de citoyens dans les opportunités que ce numérique peut créer, il faut arrêter de le penser comme une infrastructure et il faut à la place essayer de chercher la cohérence que ce numérique peut avoir avec des environnements humains, avec des environnements interactionnels, formels, des endroits où il peut rematérialiser le service public. Donc Baucher, Dagnon et Agacinski parlent de créer un état relationnel. Moi, je suis très d'accord avec ça. Et je pense qu'il faut mettre le numérique au service de cet état relationnel. Et ça, c'est une autre façon de parler de ce sur quoi moi je travaille depuis un certain temps, qui est de parler du numérique d'intérêt général. Comment aujourd'hui, on essaye de fabriquer une sorte de grand-mère de ce que pourrait être un numérique éthique, ouvert, inclusif, durable. Parce que j'arrive pas à comprendre leur système là. Pourtant là, j'ai fait ce qu'ils me demandaient. Dans le parc de la Maison des Familles, il y a un gros container peint en rose fuchsia dont une face est entièrement vitrée.
À l'intérieur, du mobilier tout neuf et surtout Benamar Bouziane. Il termine sa formation de conseiller numérique et prépare la prochaine ouverture de son bureau container au public. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ça va le former, le former ou le déformer? C'est le début. Ça se passe bien? Ça va, ça se passe. C'est intéressant? Ouais, c'est intéressant. Je fais de la technique aussi. Ah bon? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est un conseiller numérique? Bonjour, je m'appelle Benamar Bouziane. Je suis conseiller numérique à la mairie de Triport. Donc un conseiller numérique, ça consiste à accompagner les gens, les personnes qui sont en rupture numérique, donc ont des difficultés à s'approprier les outils numériques et envoyer un mail pour acheter, vendre aussi sur Internet et pour gérer tout le côté administratif qui est de plus en plus présent. Donc on a encore beaucoup de personnes, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, qui ont des difficultés à s'approprier les outils numériques. Souvent, on parle des seniors, mais ça, c'est pas forcément les pires, entre guillemets. On peut avoir un jeune ado qui va exceller dans les jeux en ligne, Fortnite et j'en passe d'autres. Mais par contre, il y en a qui vont avoir des ruptures en termes d'outils. Donc, vous en avez d'ailleurs qui n'ont jamais touché à un ordinateur. Un petit peu plus à un téléphone, smartphone, mais ça va être simplement pour échanger avec la famille. Par exemple, tout ce qui est SMS, WhatsApp, et on va s'arrêter là. Et pour d'autres, ça va être effectivement la difficulté à aller rechercher sur Internet les informations qui pourraient les intéresser. Et à partir de là, ce sera aussi d'aller carrément sur un site comme, je sais pas, les impôts, Amélie, etc. Alors là, c'est une nébuleuse incroyable pour eux. Donc nous, on est là pour pallier à ces défauts. Le but, c'est de faire, donc d'accompagner. Le conseil numérique, c'est beaucoup de social en fait. Donc c'est la plus grosse partie du métier, en fait, elle est pas dans la technique, elle est dans la relation avec l'autre. Sylvain Palais. Aujourd'hui, il y a une marche forcée vers le numérique. Du coup, ça fait peur aux gens, ça les freine, ça les bloque. La médiation numérique, c'est aussi leur permettre de démystifier un petit peu, désacraliser un petit peu cet obscur monde du numérique et leur montrer que il y a des approches sensibles, il y a des approches qui sont agréables pour l'utilisateur, qui sont pas obligatoires. Ici, on est dans ce très joli container rose fuchsia, très ouvert sur le parc, donc très ouvert au public aussi. Quel est l'objet de ce lieu ? Ce lieu a été mis en place par monsieur le maire. C'était à l'origine son idée. Moi, je vous avouerai, quand j'ai vu ce container aménagé, moi j'ai trouvé ça génial, avec l'ouverture et ces grandes baies au milieu d'un parc. Donc ça peut prêter aussi à la confiance aux gens qui ont cette partie de gêne parce qu'ils ne savent pas se servir de tel ou tel matériel. Ça peut justement les mettre en confiance. Puis dans un environnement et un cadre qui est fort sympathique. Les formations, elles peuvent être diverses. Ça peut être de la prévention au risque numérique, à l'identité numérique, au phishing, à tout ce qui est, enfin, tous les dangers en fait qui guettent les petits comme les plus grands sur l'Internet. Pour les plus jeunes, ça va être la conscience, ils vont aller cliquer un petit peu n'importe où. Si on doit faire aussi des ateliers, c'est aussi pour ça, c'est aussi pour prévenir et sensibiliser les gens. En leur disant, attention, il ne faut pas aller sur une information et cliquer bêtement et prendre ça pour acquis. Ça peut être très 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 dangereux. Pour les plus âgés, ça va être la peur par exemple de faire un achat, de mettre ne serait-ce que leur numéro de carte bleue. Pour la plupart, ils ne vont jamais le faire. Donc c'est aussi les accompagner et les mettre en confiance en leur disant que l'Internet, le numérique, c'est pas mal de dangers, mais pas que. Comment les aborder, comment vérifier au minimum pour voir si on est dans le vrai ou dans le faux. Vous avez l'impression du coup de faire un travail qui a du sens ? Complètement, ouais. Un travail qui a du sens et un travail utile. Et c'est pas étonnant qu'il y ait des gens qui sont en retrait, qui sont en rupture, c'est tout à fait normal. Maintenant, ces gens-là sont devant le fait accompli.
Demain, on leur dit c'est fini la petite feuille qu'il faut remplir, le timbre qu'il faut coller, pour envoyer vos chèques, pour payer vos impôts. C'est terminé ça, on n'a pas le choix. On n'a pas d'autre choix que d'avancer, de les accompagner, d'être avec eux. Et c'est ce en quoi l'idée c'est une idée de l'État à l'origine, de dire on va mettre 4000 conseillers numériques et les déployer dans toute la France. C'est plutôt une bonne idée. Le conseiller numérique, avec le CCAS, on est toujours au cœur du sujet, de la matrice, le lien social. Et là, on est dans de l'inclusion, mais de l'inclusion qui est vers tout le monde. Et on voit bien que le numérique, quand on l'aborde sous ce prisme, on est bien loin du CAC 40, on est bien loin des GAFAM, mais on est plus proche des gens et du lien social. Et c'est ça qui est important. Merci. Merci à vous. Et bonne continuation. Si le maire de Trilleport met autant d'énergie dans l'accompagnement de ses habitants, c'est parce qu'ici, comme dans toute la grande couronne parisienne, il y a une très grosse pression démographique depuis plusieurs années. Une pression qui semble même s'accentuer depuis la pandémie. D'ici 5 ans, Trilleport va grossir de 20% d'habitants. Ça demande un calibrage ultra précis entre nouveaux logements, équipements, commerce. Alors là, on arrive sur une usine qui a fait la réputation de Trilleport. C'est une fabrique de coffres-forts. C'est une usine qui date des années 1850-60 et sur lequel il y a toujours une activité de construction de coffres-forts. Alors les coffres-forts, on les voit ici, là, qui vont être livrés. Alors maintenant, ils viennent d'Inde et ils sont redesignés ici, en fait. En fait, des tiers-lieux, ils sont créés un peu partout en France depuis plusieurs années. Surtout dans les zones peu denses où les habitants ont tenté de pallier la fermeture d'un café, d'une poste, le départ des services publics. Ce sont des lieux qui font souvent office de place publique. C'est un très beau bâtiment du 19e siècle. Très beau, oui, absolument. Et donc l'idée derrière, bien évidemment, vous voyez, on est à un jet de pierre de la gare au sens figuré et propre. Et donc c'est de faire un lieu avec une belle architecture de façade, mais je pense qu'il y aura du travail derrière, mais d'en faire un lieu effectivement d'épanouissement dans lequel on mettra de l'inclusion numérique, du lien social, mais également de l'accès à la culture via des projets type microfolie, etc. On a déjà des réunions prévues avec à la fois la CAF pour faire un espace de vie sociale, à la fois une association qui s'est montée pour faire aussi du lien social, à la fois avec une association qui n'est pas sur Trilleport, qui fait du repère café, à la fois sur une association qui fait beaucoup de médiation numérique et qui a d'ailleurs des qualifications sur des parcours de formation, et puis un projet privé de café associatif. Donc on va faire mariner tout ça et on va sortir un lieu improbable. Sylvain Palais. C'est intéressant de voir que nous, les lieux qu'on a visités, donc les tiers-lieux, les fabriques de territoire, etc., souvent, en fait, ont un volet médiation numérique, pratiquement de manière obligatoire, parce que c'est une demande en fait des habitants sur les territoires, parce que, en fait, malgré eux, parfois, ils jouent un petit peu le rôle du SAV de la dématérialisation des services publics. C'est cette découverte qu'on a fait en visitant ces endroits-là. C'est que l'utopie des pères fondateurs du numérique, de la décentralisation, le numérique sans hiérarchie, du partage des connaissances de manière inconditionnelle, etc., qu'on a complètement perdu en fait dans on va dire la financiarisation, la commercialisation et l'économisation d'Internet. En fait, cette utopie-là, elle continue de se développer sur certains territoires. Et c'est ça que ça nous a mis une petite claque, quoi. Qu'ils soient subventionnés ou pas, ils font un rôle de service public qui, normalement, n'est pas censé être le leur. Après, c'est peut-être une manière aussi de se dire que c'est une certaine forme de décentralisation et c'est aussi une certaine forme d'horizontalité, de se dire qu'on va partir du terrain et des gens qui y sont déjà et qui font des choses pour les financer, les accompagner, leur donner des infrastructures, etc. Jean-Michel Morer a tenu à m'emmener dans une des écoles de Trilleport. Je débarque dans une classe de CE1, CE2. Ils ont tous des pulls de Noël avec des cerfs, des bonhommes de neige, des paillettes, des sapins. Frédéric Castillo est la directrice de l'école et la professeure de cette classe. Et elle m'explique que pour le dernier jour de classe, ils ont fait un concours du pull le plus moche. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ordinateurs et d'écrans dans cette école ? Oui, dans toutes les classes.
Il y en a beaucoup. Et qu'est-ce que vous faites avec? Des fois on joue avec et on fait des devoirs sur l'ordinateur, mais... Pourquoi vous êtes là, vous? Alors, toutes les classes sont équipées depuis plusieurs années de tableaux numériques et également d'ordinateurs dans les classes. C'est quoi l'objectif de cet équipement de l'école? Faciliter les apprentissages, créer un côté ludique pour les enfants, puisque ce sont des tableaux interactifs. Donc, ils peuvent intervenir, bouger les étiquettes, etc. Les enfants ne sont pas livrés à eux-mêmes devant les écrans, c'est-à-dire que c'est pédagogique. Dans les grandes classes, ils font une éducation au numérique, à Internet, avec tous les pièges d'Internet auxquels les enfants sont confrontés. Et qu'est-ce que vous faites de différent entre l'écran à la maison et l'écran à l'école? On fait de la grammaire et des calculs. La différence, c'est que sur le tableau, on travaille. Et aussi, chez nous, là, il y a une différence parce que nous, on regarde des trucs. En fait, la différence, c'est qu'à l'école, on est là pour travailler, à la maison, on est là pour jouer. On a bien fait des jeux. François Huguet. Si on regarde sur les 5 dernières années, les efforts publics qui ont été faits sur le numérique, on ne peut que constater une mobilisation sans précédent sur ces questions-là. De cet autre numérique, cet numérique qui n'est pas celui des startups, etc., qui n'est pas celui de la captation de la valeur, qui n'est pas celui mais qui est celui au service des usagers, au service de la formation, au service de l'emploi, de l'insertion professionnelle, au service du développement durable, etc. Enfin, c'est plutôt le projet de faire en sorte que tous les citoyens soient associés à l'avènement d'un numérique qui les incapacite réellement, qui ne va pas capter leur attention pour leur vendre des produits. Vous voyez, donc c'est une façon de penser le numérique d'une manière beaucoup plus d'intérêt général. Samuel Chabré. Et les tiers-lieux, tout d'un coup, en fait, c'est prendre en compte ça. Et c'est monter des projets politiques autour de ça en disant, non, en fait, on va ramener les gens, donc on va les ramener du cas par cas avec de la convivialité. Et ça va vraiment permettre aux gens de se relancer, de retrouver une individuation, de retrouver une place. Enfin voilà, en fait, c'est ce sujet-là dont on est en train de parler. C'est-à-dire que là, quand on aborde ce sujet-là, là où c'est fascinant, c'est qu'on aborde forcément de quoi on parle en termes de vision politique aujourd'hui et quel type de société on a envie de voir advenir, quoi. C'était Dans la France des petites villes, un hors-série programme B de Camille Jusa et Thomas Plé, produit par Anaïs Daïka, en partenariat avec le programme Petites Villes de demain de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et POPSU Territoire du plan Urbanisme Construction Architecture. Coordination, Juliette Auricoste, Jean-Baptiste Marie, Héloïse Thibault, Hélène Millet.